Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question assez fascinante. Comment une toute petite nation insulaire arrive-t-elle, année après année, à dominer les classements mondiaux de l'éducation, face à une superpuissance comme les États-Unis? C'est un véritable match entre deux philosophies, deux visions du monde qui s'affrontent. La question est sur toutes les lèvres. Quel est le secret de Singapour? Comment ont-ils fait pour bâtir un système éducatif aussi performant qui fait pâlir d'envie le reste du monde? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Bon, pour commencer, regardez bien ces chiffres. Ils sont sans appel. En maths, selon le test PISA de 2022, Singapour n'est pas juste un peu meilleur. Non, le pays est carrément dans une autre ligue avec plus de 100 points d'avance sur la moyenne de l'OCDE. C'est juste énorme. Et les États-Unis, eux, se situent un tout petit peu en dessous de cette moyenne. Cet écart, il est colossal et c'est ça qui nous pousse à creuser. Ok, pour comprendre d'où viennent ces résultats, il faut d'abord regarder la vue d'ensemble, l'architecture de chaque système. Et là, on tombe tout de suite sur un contraste fondamental. D'un côté, le contrôle et de l'autre, la liberté. En fait, c'est ça la différence numéro un. À Singapour, tout est hyper centralisé. C'est le ministère de l'Éducation qui décide de tout. Le programme scolaire, les manuels, la formation des profs. Résultat, on a une cohérence incroyable d'une école à l'autre. Aux États-Unis, c'est l'exact opposé. Le pouvoir est éclaté entre les 50 États et des milliers de districts scolaires. Chacun fait un peu à sa sauce, ce qui crée une immense diversité, mais aussi de grandes inégalités. Et cette différence de structure a une conséquence directe sur l'équité. À Singapour, les ressources sont réparties par le gouvernement, ce qui tend à lisser les inégalités. Aux États-Unis, le financement des écoles dépend beaucoup des impôts locaux. En clair, un quartier riche aura une école riche, avec plus de moyens, et un quartier pauvre, aura une école pauvre. C'est un mécanisme qui peut vraiment ancrer les inégalités dans le système. Bon, cette différence de structure, c'est une chose. Mais comment ça se traduit au quotidien, dans la salle de classe? Eh bien, là aussi, on a deux mondes. Celui de la maîtrise et celui de l'exploration. Singapour est mondialement connu pour son approche des maths, la méthode CPA. L'idée est simple mais redoutable d'efficacité. Avant de sauter sur les chiffres et les équations, on passe par deux étapes clés. D'abord, le concret. On manipule des objets, des cubes, des jetons pour vraiment sentir le concept. Ensuite, le pictoral. On dessine ce qu'on a fait, on crée des schémas. Et seulement à la fin, quand la logique est bien ancrée, on passe à l'abstrait, au symbole. L'objectif, c'est la maîtrise en profondeur. De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, une approche très populaire est l'apprentissage par projet, ou PBL. Là, l'idée est différente. On veut que les élèves développent des compétences comme la collaboration, la créativité, la résolution de problèmes. Au lieu d'apprendre la théorie sur le cycle de l'eau dans un livre, ils vont peut-être concevoir un vrai système de récupération d'eau pour leur école. C'est l'action et l'exploration qui priment. Et pour ça, évidemment, la technologie est un outil formidable. Le modèle un élève, un ordinateur, qui est très répandu dans les écoles américaines, est parfait pour ce genre de pédagogie. Ça permet aux élèves de faire leurs propres recherches, de créer, de collaborer sur des projets complexes, bref, d'être beaucoup plus autonomes. D'accord, on a vu les deux grandes philosophies, les deux méthodes. Maintenant, il est temps de revenir aux chiffres. Comment tout ça se traduit concrètement dans le fameux tableau de bord de PISA? Eh bien, les résultats confirment exactement ce qu'on pouvait attendre. Singapour est en tête et de loin, dans les trois domaines. Que ce soit en maths, en lecture ou en sciences, les scores sont impressionnants, bien au-dessus de la moyenne. Les États-Unis, eux, s'en sortent honorablement en lecture et en sciences, mais on voit bien que c'est en mathématiques que le bad blesse, avec un score sous la moyenne. Mais le chiffre le plus fou peut-être, c'est celui-ci, 41%. C'est la proportion d'élèves à Singapour qui atteignent les niveaux d'excellence en maths. C'est absolument énorme. Ça montre que le système ne se contente pas de tirer tout le monde vers le haut, il est aussi exceptionnellement bon pour créer une élite, pour pousser les meilleurs à leur maximum. Alors, comment on interprète tout ça? D'un côté, le système singapourien, très structuré et axé sur la maîtrise, produit logiquement des résultats élevés et très constants dans les tests standardisés. De l'autre, le système américain, plus souple et diversifié, favorise des compétences comme la créativité ou le travail d'équipe, des choses qui sont plus difficiles à mesurer avec un QCM. Il souffre en revanche d'un manque de cohérence, ce qui explique les résultats plus faibles en maths. Tout ceci nous amène à la question finale, au grand compromis auquel tout système éducatif est confronté. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un système parfait et un système mauvais. Le vrai choix, il se situe au niveau des priorités. Est-ce qu'on veut, avant tout, assurer une maîtrise approfondie et solide des savoirs fondamentaux pour tous? C'est le pari de Singapour. Ou est-ce qu'on préfère encourager l'innovation, la créativité et l'autonomie, quitte à avoir des résultats plus hétérogènes? C'est le pari américain. Maîtrise contre innovation. C'est ça le dilemme.
Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Est-il possible d'imaginer un système éducatif qui arriverait à réconcilier ces deux objectifs? Un système qui combinerait la rigueur méthodique de Singapour avec la liberté créative des États-Unis. Voilà sans doute le plus grand défi pour l'éducation du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse.